un dossier absolument vertigineux sur la Belgique. Un titre choc, voyage en Belgiquistan, comment l'islam s'est imposé en Belgique. La menace islamiste, Philippe, en France grandit. Pourquoi? Je suis tombée hier sur la vidéo d'une jeune Anglaise parlant de la situation critique de l'Angleterre. Mohamed est le premier prénom donné. Les familles musulmanes ne travaillent pas pour 65% d'entre elles. Et oui, la situation est critique en Angleterre puisque nous avons un effacement de la culture occidentale. Elle explique un peu la situation catastrophique de ce pays aujourd'hui. On ne pourrait même plus parler de société multiculturelle. L'Angleterre s'est tellement ouverte à une certaine religion et à une certaine culture que je ne vais pas citer ici, que finalement les églises disparaissent pour au profit, comme vous le savez, des mosquées et de tout. Vous savez, la Belgique, il y a 3 éléments. Premièrement, les gens vivent séparés. On n'en est pas encore là en France, mais ça vient. Séparatisme. Deuxièmement, il y a des listes communautaires. Et troisièmement, la diminutude des élites. C'est fini. La bataille est perdue en Belgique. On va direct au califat. C'est une question de délai. Alors maintenant, je vais répondre à votre question en prenant de la hauteur. Quand on prend de la hauteur, on voit la ligne de conquête. Ce que ne voient pas les politiciens français. La ligne de conquête, ça veut dire quoi? L'histoire. Dans l'histoire, on sait que là où l'islam est venu, il reviendra. Il faut écouter le cheikh égyptien, un esprit brillant, Youssouf El-Qaradawi, qui a dit ceci. Nous avons quitté Grenade, contraint et forcé, Vienne, contraint et forcé, nous reviendrons, et cette fois-ci par le prosélytisme, pour une nouvelle conquête. Bénéficient des aides de l'État et font entre 4 et 6 enfants. Et elle parlait des églises qui se transformaient en mosquées parce que la chrétienté est en voie de disparition. Mais donc elles sont rachetées et transformées en mosquées. Il y en a 500 comme ça dans le Royaume-Uni. Tout cela, il y a toute une culture qui est imposée, qui est importée. Et malheureusement, le peuple, comme vous avez vu, il y a eu récemment des émeutes, essaie de se rebeller pour garder une certaine identité, mais cette identité est complètement, si je puis dire, il y a une forme de conquête. Et ce télécoraniste sait mieux que quiconque que ce sont les mouvements de population qui font l'histoire. Si les hommes politiques qui nous regardent pouvaient retenir seulement ce propos-là et en tirer toutes les conséquences, ce sont les mouvements de population qui font l'histoire. Voilà pour l'histoire. Maintenant, il y a le Coran et la Sunna. Les islamistes considèrent qu'il faut effacer de la face de la terre les 2 monothéismes qui ont précédé l'islam. Pour eux, je cite, la bipartition est temporaire. Nous, c'est eux qui parlent, nous avons vocation à nous déplacer, à passer du domaine de la guerre, le Dar el-Harb, au domaine de l'islam, le Dar al-Islam. Elle parlait aussi des lois qui faisaient que les citoyens étaient contraints de ne rien dire, sous peine de se faire accuser de racisme, d'islamophobie, etc. de façon légale. De territoire et des mœurs qui changent complètement et toute la population subit cela. Et comme le dit cette TikTokeuse, eh bien, on peut se réjouir en France de résister encore. Je crois qu'elle se trompe d'ailleurs, on ne résiste plus et je pense que cela arrive très fortement en France également et que nous allons vers une guerre C, comme je l'ai dit. La maison de la guerre, la maison de l'islam. Ça va mieux en Belgique qu'en France, mais en France on est bien parti. Et puis ensuite il y a la charia. Les hommes politiques français ne comprennent pas ce qu'est la charia. Ils parlent de la laïcité, etc. Mais la laïcité, est-ce que vous avez imaginé la République face à Allah? Elle pèse rien. Pourquoi? Parce que c'est la parole incréée. Et donc, pour quelqu'un qui a la foi, je me mets à la place d'un musulman, et j'en connais, et qui ont une foi vibrante et brûlante. La laïcité, c'est quoi? C'est le laïcisme. Vous savez, la laïcité, quand les musulmans regardent ce qui se passe à Beaucaire,
où le maire doit payer 120 000 € parce qu'il a mis une crèche dans sa mairie, alors qu'on est dans un vieux pays de chrétienté. Vous imaginez? Elle parlait également de quoi? Il y avait plein de choses. La charia, les tribunaux pour la charia, enfin bref, elle expliquait que ce n'était pas une question politique, mais une question civilisationnelle, qu'ils en étaient à un point où, en fait, il fallait faire le choix de savoir si l'Angleterre devait rester le pays génial que l'on connaît tous, ou s'il devait y avoir un tournant culturel aussi important. Le niveau symbolique de cet événement. Et donc, la charia, c'est la loi qui est à la fois une religion et un État, la loi d'Allah supérieure à la République. Donc l'évangile des droits de l'homme ne pèse d'aucun poids. Ce que dit le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a à sa disposition des rapports sur le djihad, sur le terrorisme. Alors il y a le terrorisme projeté. Par exemple, tout le monde regarde de près ce qui va se passer dans les prisons kurdes, parce qu'ils vont arriver chez nous. Ce sont des islamistes. Et le terrorisme domestique, comme disent les spécialistes, endogène, il y a 60 prisonniers par an qui sortent de prison, qui sont des islamistes dangereux. On ne peut pas les suivre, on n'a pas les moyens. Et après, ce que dit le ministre de l'Intérieur, il parle des frères musulmans. Effectivement, il y a un rapport de M. Chamoulot, le directeur du renseignement, qui dit qu'il y a deux grands dangers, le narcotrafic et les frères musulmans. Les frères musulmans, en fait, ils ont un projet intellectuel et politico-religieux qui vise à instaurer le califat islamique mondial. Et donc ils essayent, c'est ce que dit très bien Florence Bergeau-Blaclair, que je cite souvent, mais elle est magnifique, elle a tout compris avant tout le monde, et elle est courageuse, un courage intellectuel incroyable. Elle dit, en fait, ils sont en train de chercher à faire en France, par le halal, par l'école, par le sport, une société charia compatible. Un affrontement qui est inévitable en Europe de toute façon par rapport à ces idées et à toutes ces revendications permanentes. J'alerte là-dessus, je ne cesserai de faire des vidéos même si je sais qu'elles sont bannies, puisqu'elles ne font pas de vues, puisqu'on fait tout pour nous faire taire. Mais c'est quand même un sujet extrêmement préoccupant en Europe et donc en Occident. Postez vos commentaires si vous connaissez cette situation en Angleterre et si vous la redoutez pour la France. Bonne journée. Vous savez, l'école, on n'est pas très loin de basculer. Et pourquoi, en fait, le fruit est mûr? Parce que on assiste à trois chassés-croisés. Je vous invite à réfléchir à ces trois chassés-croisés. Basse pression économique au sud, haute pression économique au nord. Donc il y a un phénomène d'aspiration. Basse pression démographique au nord, haute pression démographique au sud. Phénomène d'aspiration. Et troisième phénomène d'aspiration, dans l'autre sens, haute pression spirituelle au sud, basse pression spirituelle au nord. Et donc, le chassé-croisé, évidemment, nous est très défavorable. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que face à cela, face à ce djihadisme d'atmosphère, on a la complicité active et la complicité passive. La complicité passive, c'est le ministre des Sports et tous ces membres du gouvernement, Mme Borne et tous les autres qui pèsent des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée, qui sont vertes. Et puis il y a la complicité active. La complicité active, c'est parti LFI, qui me rappelle de plus en plus Marie-France Garot et Pierre Juillet. Regardez-le qui s'avance, le parti de l'étranger, avec sa voix paisible et rassurante. Ne l'écoutez pas, car c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort.